Allez, cette question, les banques centrales vont-elles devoir aller encore plus loin dans l'inconnu, en territoire inconnu monétaire? Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. C'est vrai que des tombereaux d'obligations de dette publique ont été émises par les États dans cette crise aux États-Unis, mais pas seulement. Et les chiffres donnent le tournis. Vous revenez sur ce chiffre de 12 000 milliards de dollars en 2020 de dettes nouvelles publiques émises. Oui, c'est le chiffre qu'a sorti l'Institut de la finance internationale qui fait référence en la matière. Il a été confirmé aujourd'hui par l'agence Standard & Poor's. 12 600 milliards de dettes souveraines émises l'an dernier. Ça fait pratiquement 20% de plus en une seule année. C'est évidemment sans précédent à cette ampleur et sans précédent même quand on compare au PIB ou d'autres indicateurs en temps de paix. Ouais. Donc on comprend bien, cette dette publique mondiale souveraine a gonflé, a explosé, mais il n'y avait pas le choix pendant cette crise. Mais elle reste soutenable, Jean-Marc, tant que les taux d'intérêt sont bas. Pourquoi on s'excite? Pourquoi est-ce qu'il y a peut-être péril en la demeure, à en croire certains, parce qu'on a pris 70 points de base, moins d'1% sur le 10 ans américain, sur les taux d'intérêt à 10 ans américains? C'est vrai que depuis que ces tombereaux de dettes ont été émises et souvent largement achetés par les banques centrales, on se disait qu'il n'y avait pas de problème parce que les taux étaient bas et allaient rester éternellement bas. Le problème, c'est que les taux d'intérêt, si les taux d'intérêt à court terme sont déterminés par la politique monétaire, les taux d'intérêt long terme, ils se décident a priori par le jeu des marchés, par l'offre et la demande. Et du côté de la demande, ça s'est beaucoup calmé ces derniers temps pour une raison assez simple, c'est que les investisseurs redoutent l'inflation. Or, l'inflation, elle mange la valeur de l'obligation. Et donc, les détenteurs d'obligations ont exigé d'avoir un rendement plus élevé, c'est-à-dire un taux plus élevé, pour garder ces obligations ou en acheter. Et donc, on a eu une remontée tout à fait sensible. Alors, ça s'est amorcé aux États-Unis à l'automne dernier, mais ça a beaucoup accéléré depuis le mois de janvier. Qu'est-ce qui s'est passé début janvier? Il y a eu les dernières élections aux États-Unis qui ont confirmé que Joe Biden aurait une majorité parlementaire et donc qui avait plus de chances de faire passer ses plans économiques. Ce qui est le cas ce week-end avec ce plan qui est passé à la Chambre des représentants ce week-end. Voilà, et donc un plan de relance, de soutien de l'activité. C'est pas encore le plan de relance, parce qu'il y aura un plan de relance après. Hein. Voilà, il y a un plan de soutien de l'activité de 1 900 milliards de dollars, alors que l'économie repartait déjà, alors que la vaccination permet a priori d'espérer le relâchement des mesures sanitaires, même s'il y a encore des doutes avec ce variant new-yorkais. Et donc les investisseurs soudain se sont dit, mais flûte, on met énormément d'argent dans la machine, alors que l'économie repartait déjà, donc il risque d'avoir de l'inflation. Et donc, mais cette crainte de la surchauffe, pardon Jean-Marc, cette crainte de la surchauffe économique aux États-Unis, elle n'est pas largement excessive ou surévaluée, encore une fois, par les investisseurs? C'est évidemment la question à 1 000 milliards de dollars. Ce que disent la plupart des économistes pour l'instant, c'est que on va avoir un sursaut temporaire d'inflation. Ce qui est normal, c'est le contre-choc, j'ai envie de dire, post-pandémie. L'économie s'est effondrée. On rappellera qu'aux États-Unis, la baisse du PIB n'est que de 3 et quelques %, je parle sous votre contrôle. Ça rebondit après derrière, c'est normal aussi. Hein. Oui, mais il y a toute une série de raisons qui font qu'on va avoir ce sursaut d'inflation. On a eu des chaînes d'approvisionnement des entreprises qui ont été très très perturbées, et donc des entreprises ont payé plus cher un certain nombre de produits. Il y a des mesures sanitaires dans les entreprises, et ces mesures sanitaires, elles coûtent de l'argent. On voit aussi que sur les matières premières, on va commencer même à payer le prix de 10 années de sous-investissement dans les recherches de nouveaux gisements. C'est vrai pour le pétrole, mais c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres matières premières. On sait aussi qu'il va falloir des matières premières différentes pour construire les outils de la transition écologique, et donc ça va faire aussi des pressions. Voilà, donc on a toute une série de facteurs qui font qu'on va avoir des hausses d'inflation. Il y a des hausses des prix. Il y a aussi donc ça a priori c'est conjoncturel. Il y a des inquiétudes pour des mouvements plus structurels. Hein, vous savez que Joe Biden compte toujours, même si c'est en négociation, relever le salaire minimum aux États-Unis à 15 $, alors que dans certains pour l'instant c'est pas dans son projet. Hein. C'est pas dans son projet. Si à la fin, quand vous regardez à la Chambre des représentants, ils l'ont retiré pour pouvoir faire passer sans problème le plan de relance, le plan de soutien, pardon. Oui. Au Sénat,
mais il compte le présenter par ailleurs dans une autre loi. Donc, voilà, il y a des motifs d'inquiétude plus structurels, à la fois donc le salaire minimum aux États-Unis, un monde qui serait moins mondialisé et donc moins d'efficacité, au profit de plus de résistance, mais ça coûtera de l'argent. Et puis donc aussi ces interrogations sur les matières premières. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'une remontée, encore une fois, des taux longs peut être dangereuse? Parce qu'on reste quand même, pardon, à des niveaux qui sont excessivement bas. Alors, si on avait su qu'on serait aux alentours d'1% sur le 10 ans américain et toujours 0 sur la dette française à 10 ans, franchement, il n'y a pas non plus de quoi s'exciter, non? Il n'y a pas de quoi s'exciter, sauf qu'on est dans un monde qui est beaucoup plus endetté. Hein, on a commencé cet échange en évoquant les 12 000 milliards de dettes publiques supplémentaires. Il y a aussi beaucoup de dettes privées supplémentaires. Et donc, plus vous êtes dans un monde endetté, plus une variation même pas très importante des taux d'intérêt risque d'avoir des effets déstabilisateurs extrêmement violents et avec des risques de faillite, de panique financière. Voilà, dans un monde très très endetté, des taux d'intérêt qui montent, ça a des effets beaucoup plus importants que dans un monde qui est moins endetté. Or, le monde s'est beaucoup endetté l'an dernier. Ouais. À partir de quel moment, Jean-Marc, les banques centrales vont pas mettre le haut là, mais se dire maintenant on arrête un petit peu, fin de la récré, elles vont devoir vraiment agir au-delà de parler? Alors, je vais répondre de deux manières à cette question. La première, c'est ce qui s'est passé au Japon. Japon qui... Ils ont 20 ans, 10 ans d'avance sur nous. Hein. Voilà, oui, sur le surendettement, sur un endettement en tout cas très important. Et il y a 5 ans, la Banque du Japon a dit on va changer notre politique monétaire. D'abord, l'inflation, on peut dépasser un peu les 2% qu'on s'était fixé comme objectif jusqu'à présent. Et puis on va se rajouter un autre objectif qui est d'avoir des taux d'intérêt à 10 ans nuls. Non mais ça c'est une révolution, c'est un truc qu'on n'arrive même pas à imaginer. Voilà. C'est-à-dire un contrôle, c'est quasiment un contrôle total de la courbe des taux. C'est ce que fait effectivement le Japon. Pardon, je vous coupe juste. En gros, en creux, on mettra le pognon qu'il faut, les centaines de milliards pour le coup de yens de rachat d'actifs pour que le 10 ans japonais reste à 0%. Voilà, et en fait, il semble qu'ils aient une petite tolérance jusqu'à 0,2% les taux. Voilà, mais c'est ça qu'ils font avec la promesse d'achat illimité si les taux dépassent ce niveau. Ça paraît inimaginable d'ici, hein. Déjà du point de vue de la Fed et encore moins de la BCE. Hein. Ça paraît inimaginable, mais ça paraissait inimaginable il y a quelques années d'avoir des banques centrales qui disent finalement on peut avoir une inflation qui dépasse un peu 2%. Or, la Fed l'an dernier a changé l'interprétation de son objectif de politique monétaire en disant avant on disait qu'il fallait avoir une inflation inférieure à mais proche de 2%. Maintenant c'est 2 au-delà pendant une certaine période de temps. Pendant un certain temps. L'expression employée c'est un certain temps. C'est un peu flou, un certain temps. Hein. Voilà. On sait que la Banque Centrale Européenne est en train de mener la même réflexion, et ça encore, on aurait dit ça il y a 5 ans, les doutes auraient été très très grands. François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, hier s'exprimait en disant que la Banque Centrale Européenne réfléchissait déjà comme ça, et qu'elle allait sans doute l'exprimer clairement. Donc ça fait quand elle aura terminé sa revue stratégique courant 2021. Et il y a un autre point que François Villeroy de Galhau a dit hier, c'est oui, les taux d'intérêt à long terme montent, et comme il n'y a pas vraiment de risque d'inflation, il va falloir que la Banque Centrale Européenne soit très active sur les achats d'obligations qui sont prévus dans son plan pandémie. Et donc, vous voyez bien que la Banque Centrale Européenne commence à se dire il va falloir qu'on agisse aussi sur les taux longs. Ouais, d'ailleurs, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, qui sera avec nous vendredi, pas celui-là, mais le prochain, le lendemain d'une réunion pour le coup de la BCE. Ça veut dire que on va rentrer, on revient en reboucle avec le point de départ. On a été jusqu'à présent terre inconnue monétaire. Ça devrait se poursuivre et le Japon nous a ouvert la voie. Si d'aventure, encore une fois, les taux d'intérêt à long terme devaient remonter trop rapidement. Oui, parce qu'il y a grand risque, effectivement, dans une économie mondialisée qui est largement plus endettée qu'au pire de l'histoire.
Oui, oui, et donc les banques centrales européennes vont être obligées de faire ça. Elles ont été obligées de faire des achats massifs d'actions depuis la crise financière de 2008 et plus encore l'an dernier. La Réserve fédérale a dit que l'emploi, finalement, c'était un objectif aussi important que l'inflation, alors que jusqu'à présent, c'était plutôt l'inflation qui l'emportait. En tout cas, c'est l'impression qu'on en avait. Et dans les objectifs de la Réserve fédérale des États-Unis, c'est pas le cas pour la Banque centrale européenne, mais pour la Réserve fédérale des États-Unis, il y a pas deux objectifs, il y a trois objectifs. Il y a l'inflation, le contrôle de l'inflation, il y a le plein emploi, et il y a des taux d'intérêt à long terme modérés. Et donc on voit bien que les banques centrales, qui ont déjà fait des pas absolument considérables depuis 12 ans, vont devoir continuer à en faire, avec effectivement des doutes, des interrogations sur les effets de cette politique et notamment sur la valeur profonde de la monnaie. Ouais. Quand même, on se quitte là-dessus, mais quand même, le contrôle de la courbe de taux par les banques centrales. Il faut dire qu'au Japon, ils achètent des ETF, des SICAV indiciels sur les actions aussi. Ils sont quand même allés très loin, les Japonais aussi, hein, pour le coup. Hein. Oui, mais... Non, mais après, c'est ça la question, c'est voilà. Vu l'impact de la richesse patrimoniale sur des différents actifs financiers sur les ménages, on peut aussi avoir un objectif d'éviter un effondrement des marchés aussi. Jusqu'où on va après, hein. Quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limite. Voilà. Et les banques centrales européennes sont toujours dans ce mouvement, alors qu'on pouvait se dire que ça y est, elles avaient maintenant exploré tous les terrains qu'elles pouvaient explorer. Eh bien non. Ce qui s'est passé ces dernières semaines sur les marchés de taux, dont j'allais reparler un peu plus tard, va les amener à devoir aller encore plus loin. Avec l'utilisation de nouveaux outils monétaires. Merci beaucoup, Jean-Marc Vittori, donc éditorialiste aux Échos. Merci, bonne journée. Bonne journée. Salut.